à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales de la TNT. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe du Grand JT une belle et heureuse année 2022. Nous en avons tous besoin. Voici donc les titres de ce tout premier Grand JT de l'année. Il se peut que vous en ayez eu un sous le sapin de Noël. Je parle du jeu de société dont le succès ne se démord pas année après année, comme vous allez le voir dans un sujet à suivre de nos confrères de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Voici le temps de la galette des rois. Avis donc aux gourmands dans ce journal, TV78 vous fera découvrir les secrets de la meilleure galette des Yvelines, à ce qu'il paraît. Et puis le temps n'a pas de prise sur ces seniors, ils ont 60, 70 et même 80 ans et pratiquent karaté, un sport aussi bon pour la tête que pour les jambes, comme ils l'ont expliqué à nos confrères de LNTV dans la Sarthe, vous verrez. Et puis pour terminer ce premier journal de l'année, nous partirons à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Népal, grâce à nos confrères de 8 Mont-Blanc qui nous feront découvrir un alpiniste hors du commun. Voilà pour ouvrir ce journal, comme je vous le disais dans les titres, s'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est bien celui du jeu de société. Il réalise chaque année une progression de 10%. Et parmi les grands acteurs de ce secteur, il y a Gigamic, une société française basée dans le Pas-de-Calais, où nous emmène Caroline Fichted de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. La caverne du jeu, c'est une adresse à Calais qui commence à être connue et à se faire une place. Ici, on trouve tout type de jeu, du classique, du rapide, du jeu de réflexion. Et quels que soient les goûts des joueurs, tous apprécient le côté collectif du jeu de société. C'est l'enthousiasme qu'il y a d'être ensemble, un petit peu le côté un petit peu compétitif entre guillemets, même si c'est entre famille, entre amis, tout ça. Je joue avec la famille le week-end essentiellement, puis des fois je trouve aussi des jeux pour ma fille, donc on joue un peu de tout. Et on sort de l'écran, juste ça. Alors c'est vrai, il y a de quoi être perdu quand on entre ici, mais la force des magasins spécialisés, c'est leur connaissance des jeux qu'ils ont en boutique. Le jeu de société un peu dépoussiéré fonctionne bien depuis une dizaine d'années et encore davantage depuis les confinements. Il y a eu énormément de gens qui sont restés enfermés chez eux avec des Monopoly, des jeux classiques. Et nous, on a apporté une fraîcheur dans le jeu de société grâce à tous nos différents distributeurs, notamment Gigamic, Hello, Asmodée, BlackRock, etc. Et les gens ont eu envie de renouveler un petit peu leur ludothèque. En France, tous les ans, sort entre 1500 et 2000 nouvelles références. L'un des éditeurs de jeux de société se trouve dans la région, à Wimereux. Gigamic existe depuis 30 ans. L'entreprise reçoit chaque année entre 800 et 1 millier d'idées de jeux. Elle en sélectionne une dizaine seulement, puis se charge de l'habillage du prototype. On va s'occuper de toute la recherche et le développement autour de ce prototype. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'idée et on va en faire après un jeu. On va chercher des illustrations, peut-être rethématiser, retravailler certains mécanismes, vraiment cibler le public et puis après tout ce qui est logistique, donc avec quels matériaux, dans quelle boîte ça va rentrer, à quel prix, etc. Entre la présentation d'un concept et sa sortie en boutique, il faut compter au moins 18 mois. Gigamic propose beaucoup de jeux rapides, accessibles et familiaux. Des jeux en partie pensés dans la région donc. Nous partons à présent à 60 km au nord de Bordeaux, au clos de l'Échauguette, un micro-vignoble que nous fait découvrir Bénédicte Doin de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est un lieu, vous allez le voir, chargé d'histoire. Nichée sur les hauteurs de la commune, la citadelle prise d'assaut par les promeneurs abrite un vignoble unique en France. L'Échauguette, bien plus qu'un vignoble, une plongée dans l'histoire dès l'instant où l'on y pénètre. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, ici, c'était juste un petit tunnel creusé dans la roche. Là où se situe le vignoble, c'était une carrière de pierres. Et les pierres étaient extraites de cet endroit pour construire la citadelle. Voilà. Donc il n'y avait absolument pas de vigne. Et ce tunnel a été agrandi et aménagé pour permettre aux machines viticoles de passer. Si la citadelle date du XVIIe siècle, ce n'est qu'en 1968 que le projet d'y planter le tout premier vignoble collectif voit le jour. Bienvenue dans le clos de l'Échauguette. Un micro-vignoble d'exception d'à peine 15 arts qui appartient à l'ensemble des vignerons de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux. 737 pieds de vigne qui ont connu quelques péripéties. La première récolte date de 1978. À l'époque, en fait, le vin ne servait qu'à faire la promotion de l'appellation. Il n'était pas commercialisé.
Et dans les années 90, ils ont décidé d'arracher en fait les vignes du Clos de l'Échauguette parce que la parcelle est dite tardive, c'est-à-dire que le raisin mettait trop de temps à mûrir. Et à l'époque, il y avait plusieurs cépages. Il y avait du Merlot et du Cabernet Sauvignon notamment. Donc tout est arraché, tout est replanté avec une meilleure orientation. Et aujourd'hui, on a une parcelle qui est 100% en Merlot. C'est en 2013 que le Clos de l'Échauguette se convertit à l'agriculture biologique. Il faudra attendre 3 ans avant de découvrir le premier millésime bio du micro-vignoble. On a ce côté merlot qui domine, ce côté fruité et un boisé qui n'est pas trop dominant. Chaque année, le vignoble produit environ 600 bouteilles, une cuvée d'exception disponible uniquement à la maison du vin de Blaye ou sur Internet. Voilà, et puis c'est un cru exceptionnel à consommer avec modération, autant pour sa santé que pour son porte-monnaie, puisque le prix d'une bouteille tourne autour des 30 € tout de même. Voilà, après la dinde, la bûche, voici la galette. Et comme je vous le disais en titre, celle qui a été couronnée meilleure galette des Yvelines par la Fédération de la boulangerie-pâtisserie se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Alors évidemment, Bixente Mérien Santisteban de TV78 s'y est rendu pour nous regarder. C'est ici, à la boulangerie du château de Saint-Germain-en-Laye, que se trouve la meilleure galette aux amandes des Yvelines, édition 2022. Elle est préparée de bon matin par Sébastien Brouillet. J'ai fait 4 galettes et il fallait que les 4 galettes soient vraiment à l'identique. À mon avis, j'ai vu d'autres galettes et je pense que c'est vraiment la régularité. J'avais une galette qui était vraiment assez élevée mais en même temps très plate et pas bombée. La galette qui fait 30 cm, c'est la taille requise pour le concours de toute façon. Un premier prix décerné pour une galette travaillée avec précision. Il faut être hyper minutieux et il ne faut surtout pas trop trancher le feuilletage. Après à la cuisson, avec le développement du feuilletage, on voit apparaître le décor. Il y a même des gens qui demandent des galettes, des parfums qu'on n'a pas forcément, mais c'est pas un problème parce que la base c'est toujours à peu près la même, une crème d'amande, un feuilletage. Ce qui compte c'est la régularité, un maximum de régularité. Parce que si tu en as un qui est gros, qui est petit, après c'est parti pour à peu près 1 heure de cuisson à 170 degrés. Sébastien a d'ailleurs remporté le 2e prix du meilleur salarié, de récompense symbolique pour le gérant Michael Forcher. Ça prouve qu'on est dans le vrai, on est vraiment dans le 100% fait maison, ce qui est très important pour moi. Les gens sont sensibles, je pense aujourd'hui, à ce genre de concours. Aujourd'hui, on s'approprie un peu le boulanger, on va chez mon boulanger et c'est une fierté pour moi et pour tous mes clients. La boulangerie est qualifiée pour le concours régional qu'elle connaît déjà puisque son croissant avait terminé 2e d'Île-de-France. 2 galettes seront envoyées pour être jugées entre le 4 et le 7 janvier. Voilà, dans ces temps un peu troublés, il faut bien le dire, un peu de solidarité, cela fait chaud au cœur après ces fêtes de fin d'année. Bain de Cosette, c'est le nom de ce dispositif né à Bain-de-Bretagne, une commune au sud de Rennes, qui permet de briser la solitude des seniors, un sujet tout en douceur de nos confrères de TVR, la chaîne de Rennes. Regardez. Eh ben voilà, vous me filez vos zéros. Mais parce que j'en ai à revendre. Oui, ben justement. Comme chaque semaine à Bain-de-Bretagne, Agnès, bénévole, rend visite à Yvette. Cette dernière a choisi l'activité du jour, jeux de société et plaisanterie. Les 2 femmes se sont rencontrées grâce au dispositif Bain de Cosette il y a seulement 1 an, mais le courant est tout de suite passé. Ah oui, Agnès, ça fait partie de la famille maintenant. J'en dors pas la nuit, tellement je suis contente de l'attendre. Ancienne enseignante et habitante de Bain-de-Bretagne, Yvette vit toujours chez elle à bientôt 92 ans. La venue d'Agnès lui offre une compagnie bienvenue. Devenue sa complice, elle lui rend visite tous les mardis et même parfois à l'improviste. Et suite à une maladie, j'ai été obligée d'abandonner mon travail à 52 ans. J'ai cogité dans ma tête que si je remarchais, j'aurais été voir les gens à domicile seuls. Pour moi, c'était leur apporter de la chaleur. Après un ralentissement dû au Covid, le dispositif a repris de plus belle à la rentrée. Pas de critères d'âge, il est ouvert à tous les habitants de la commune qui se sentent isolés et en manifestent le besoin auprès du CCAS. Les binômes bénévoles bénéficiaires sont ensuite assortis avec soin. Il y a une rencontre qui est faite avec le potentiel bénéficiaire, donc la potentielle personne visitée, pour voir quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'elle souhaite faire comme visite dans la ville ou comme jeu, voilà, qu'est-ce qu'elle attend du réseau. Bain de Cosette compte actuellement 7 binômes actifs mais reçoit régulièrement de nouvelles demandes.
Pour l'instant, la plupart des bénéficiaires sont des personnes âgées, mais le CCAS aimerait que le dispositif serve aussi à d'autres publics, comme de jeunes étudiants ou des parents isolés. Et puis solidarité toujours dans ce journal avec cette belle histoire de Léa qui a 21 ans et qui vient d'ouvrir sa boulangerie à Sion-les-Mines en Loire-Atlantique. Alors que les banques refusaient de lui prêter 1 centime, 2 anciens boulangers sont venus à son secours. Un conte de fées moderne que nous raconte Anaïs Denay de Télé-Nantes dans la Loire-Atlantique. Elle est aux commandes de sa boulangerie depuis 3 semaines et ses pâtisseries font déjà l'unanimité dans la commune. Donc je propose plein de gâteaux, tout ce qui est gâteau à thème, mignardises, gâteaux traditionnels. J'ai eu mon CAP en candidat libre. J'ai acheté mes livres et j'ai appris toute seule. 2 pains gris et un pain jaune, ça nous fait 4 € s'il vous plaît. Quand les boulangers de la commune, bientôt en retraite, lui ont proposé de prendre la suite, les banques, elles, ont dit non. Le manque d'expérience en milieu professionnel encore et toujours. Et le fait que je sois une femme et que j'ai 21 ans. Evelyne et Franck, les anciens boulangers, m'ont proposé un crédit vendeur que j'ai accepté. C'était totalement inespéré, sans ça, je n'aurais pas pu reprendre la boulangerie. À l'arrière de la boulangerie, Franck est encore là pour accompagner Léa. Oui, ma femme a pris sa retraite et puis moi j'ai encore 3 ans à faire et puis c'est le challenge du moment. Maintenant on n'a plus qu'à essayer de retrouver un boulanger. Ça nous fait plaisir de voir la succession aboutir. Léa peut aussi compter sur Vincent, son associé, un ancien agriculteur, habitant de la commune, qui a décidé d'apporter des fonds. Avec le maire de la commune, on a discuté, il dit pourvu que la boulangerie n'arrête pas, le café avait déjà un peu arrêté, il est repris. Des fois il ne faut pas grand chose pour qu'il y ait encore un tissu qui reste, je dirais, qui reste vivant. Moi-même, je me suis investi, je me dis des fois certains capitaux sont aussi bien à travailler dans une petite commune, pour faire vivre les communes. Et puis bon, après moi, je me retire quand elle va pouvoir voler de ses propres ailes. Puis voilà, j'aurais peut-être fait une bonne chose. Un meunier du secteur a lui aussi décidé d'aider Léa financièrement. En échange, elle utilise sa farine pour les pains. Voilà, ça y est, vous allez le voir dans ce reportage, on a trouvé la fontaine de jouvence. Il s'agit d'un sport, le karaté. Et comme je vous le disais en titre, Enzo Maubert de LMTV Sarthe a rencontré des octogénaires ceinture noire de cette discipline. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sport qui est bon pour le corps, qui est bon pour le cœur et qui est bon pour l'esprit. La preuve en images. Et qui aille Go! Ok, on avance d'un pas. Ne vous fiez pas à leur âge, ils ont beau avoir entre 60 et 90 ans, ce sont pour certains des karatékas expérimentés. Pendant que tu es en combat, Au dojo du club Samouraï 2000 au Mans, des séances sont spécialement réservées aux seniors, qu'ils soient ceinture noire ou débutants. Ce cours, il est fait pour toutes les personnes qui sont rentrées dans les arts martiaux, mais pour l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire se préserver pas d'une attaque extérieure, parce qu'aujourd'hui on ne va pas se faire attaquer dehors normalement, mais plutôt de la maladie et de l'âge. Et l'âge n'a pas arrêté celui qu'on appelle Dédé. Plus de 40 ans de karaté à son compteur, et c'est pour lui un véritable remède. C'est comme la pomme le matin. Qu'est-ce que ça fait la pomme le matin? La pomme le matin, quand on dit je mange une pomme le matin, je vais moins souvent chez le médecin. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait du karaté, on va moins souvent chez le médecin. Si le karaté fait travailler réflexe, concentration et mouvement, il permet aussi de créer du lien et de garder le moral. Ça permet justement d'éviter de s'enraciner, de s'encrouter, on va dire. C'est très convivial, on se souhaite nos anniversaires, à la limite on est une petite bande d'amis, et même des fois on fait participer nos épouses, et donc c'est génial si vous voulez. Ça aide aussi à vivre, à donner un mental dans la vie, c'est pas toujours facile, quelquefois on tombe dans des trous, etc. Bon, à 84 ans, on a déjà connu la maladie, etc., l'hospitalisation. Mais ça aide à se relever à chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien plus qu'un sport de défense, fouler le tatami peut donc éviter non pas de vieillir, mais de devenir vieux. Voilà, et puis maintenant dans ce journal, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un accessoire de mode qui nous vient de Martinique, le marée-tête, qui se noue d'une façon bien particulière. Explication de Tom Gagnou de Via ATV qui s'est rendu dans l'atelier d'Emmanuel Sunjata, une styliste qui l'a remis au goût du jour. Regardez. Nouer le marée-tête, c'est un geste vieux comme le monde. La pratique est née sur les berges du Mississippi en Louisiane en 1785. Une loi impose aux femmes de couleur de couvrir leurs cheveux.
En réponse à l'asservissement, les affranchis transforment le foulard en accessoire de beauté. Aujourd'hui, le marée-tête est un véritable accessoire de mode. Coloré, de différentes formes, il se revisite selon les tendances. L'art de nouer le tissu, lui, n'a pas changé. Emmanuel le pratique au quotidien dans son atelier. C'est le modèle de la bamboche, qui est un jeu en fait de superposition de tissus et dans lequel il n'y a pas de nœud. Et en fait, les plis permettent après au tissu de rester bien stable. En fait, le marée-tête est antérieur à la coiffe créole traditionnelle qui a été portée pendant longtemps avec la robe créole. Un savoir-faire traditionnel qui fascine depuis toujours la styliste. Bamboche, pain de sucre et autres coiffes, autant d'expressions de cet art qui repose avant tout sur le nouage. Voilà plusieurs années qu'Emmanuel s'attache à rendre au marée-tête ses lettres de noblesse. Qui sont inscrits dans l'artisanat d'art, qui fassent partie de notre patrimoine culturel, et puis que les autres générations à venir aussi continuent à le porter. Pour promouvoir son travail, Emmanuel fait régulièrement des shootings photos, l'occasion pour elle d'essayer et de peaufiner ses créations. Les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. C'est le seul réel support que j'ai pour faire connaître mon travail. Après, effectivement, plus je travaille, plus je vais faire des photos, plus je vais voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est amélioré ou pas. Moi, quand Emmanuel me fait un marée-tête, je me sens vraiment valorisée, belle. Là, je suis belle, mais là, je le suis encore plus avec le marée-tête. Et voilà, c'est quelque chose de unique et c'est un patrimoine à apporter. La styliste donne également des cours dans lesquels elle enseigne les techniques de nouage pour un parfait marée-tête. Elle vous attend dans son atelier à Fort-de-France. Voilà, vous avez encore le temps de prendre de bonnes résolutions ce début d'année. Alors pourquoi ne pas apprendre à naviguer d'une manière particulière quand même? Franck Tamy, fan de voile, a mis son savoir-faire et son expérience à la portée de tous en créant un outil numérique que nous présente Valérie Leroux-Collenot de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Un outil aussi ingénieux que facile d'utilisation. Regardez. Franck navigue depuis 17 ans et comme tous les voileux... J'ai commencé à apprendre soit en partageant des pratiques avec des collègues ou même des écoles de croisière, mais mixé à des bouquins. Je me suis rendu compte de la longueur dans l'apprentissage. Alors ce fan de mer et spécialiste en apprentissage numérique décide d'inventer son outil d'aide à la navigation idéale. On n'est pas en train de dire jetez vos livres, au contraire, on vient apporter, je dirais, quelque chose de complémentaire avec comme matière première la vidéo. On projette tout de suite l'individu dans la situation. C'est pour ça qu'on apprend beaucoup plus vite. Pour y accéder sur le site, le navigateur choisit son niveau ainsi que son type d'embarcation. Leur mission, faciliter la compréhension des manœuvres techniques grâce à une mise en image très pédagogique. Il est conseillé de convenir d'un langage de signes entre l'équipier à l'ancre et le barreur. Avant de larguer les amarres, l'équipage peut ainsi répéter ses manœuvres à terre et en famille, pourquoi pas, afin de s'assurer que chacun à bord connaît son rôle. On commence à rencontrer des personnes et ils nous disent « Ah mais merci, c'est la première fois que je navigue avec ma femme depuis des années où on ne s'engueule pas ». Un contenu validé donc par les couples, mais aussi par plusieurs skippers professionnels comme Maël. On peut pré-télécharger des vidéos pour pouvoir les regarder en mer sans avoir de connexion internet, mais aussi des fiches de synthèse qui sont imprimables. La plateforme et l'application sont aujourd'hui plébiscitées par la SNSM, certaines marques d'équipements nautiques, les écoles de croisière et certains ports aussi. Pouvoir donner des supports de ce type à l'ensemble des usagers pour qu'ils pratiquent mieux les sorties et les entrées, lutter aussi contre tous ces bateaux qui ne bougent plus par peur ou appréhension de personnes qui n'ont pas pratiqué depuis des années. Prochain challenge en cours pour l'équipe bretonne, conquérir l'international. La plateforme est en cours de traduction pour un premier client, une école de voile au Canada. Voilà, on reste en Bretagne à la rencontre d'un menuisier à la retraite qui s'est découvert une étonnante et très jolie passion il y a 3 ans. Il a donc invité Natacha Astor de TVR à découvrir ce qu'il a créé, son village miniature. Regardez ce reportage. Tout est parti d'un cadeau. Il y a 3 ans, Jackie reçoit un train à rails et il était loin d'imaginer qu'il fabriquerait un village entier miniature. Son église, une poste, voilà, ici bar, restaurant, hôtel, des petits joueurs de boules, la gare barrière est là.
Un village devenu rapidement histoire de famille. Bienvenue à Selnia, un nom qui reprend les initiales des 6 petits-fils du retraité. Dès que mes petits-enfants y viennent, la première chose, papy, le train il est comment, il est fini, on peut aller voir? Je dis bah oui, vous venez voir. Alors, donc ils sont là. L'aîné, qui il y a 10 ans, commence à prendre un petit peu les manettes pour les faire marcher. Ces presque 5 mètres carrés représentent 2000 heures de travail dans son atelier. Du sable, du carton, des boîtes d'œufs ou encore des pailles, le menuisier de profession trouve une seconde vie à de nombreux objets quotidiens pour égayer le chemin de fer. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose. Alors un petit village peut-être. Et puis après je me suis dit, pourquoi pas faire une rivière? Après, pourquoi pas mettre un château là-haut? Et comme je suis un ancien menuisier, pourquoi pas faire une scierie? Je me dis, moi qui aime bien le bois, voilà, c'est faire un truc qui pourrait vivre. Selnia et son château, son viaduc et ses voitures d'époque. D'ici peu, le village s'agrandira d'1,50 m pour accueillir une vallée parsemée de moutons, de quoi faire perdurer encore un peu la magie de cette bourgade miniature à Vitré. Et puis je vous propose d'aller à la rencontre des champions de demain grâce à Jean-Marc Lucas qui a assisté aux entraînements de kayakistes en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Regardez. Il existe 4 pôles d'excellence dédiés au canoë-kayak en France, dont un basé à Toulouse. Ici, les meilleurs sportifs de la fédération s'entraînent pour les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques. Les athlètes s'adonnent à leur sport entre 15 et 25 heures par semaine, mais avant de ramer, il faut se muscler et pas uniquement les bras. Sur la stabilité, on est beaucoup sur les jambes et les abdos. Sur la propulsion, on est vraiment sur le haut du corps, mais il faut vraiment du gainage pour faire avancer le bateau. Donc l'idée, c'est d'avoir un corps bien développé pour prévenir les blessures et pour développer un max de puissance. Le kayak compte plusieurs disciplines, le slalom, le marathon ou encore les descentes. La France est une nation phare dans cette catégorie et à Toulouse, nous avons un champion d'Europe, il a 26 ans et il vise les sommets. Mon objectif pour l'instant, c'est en 2022, on a les championnats du monde de descente de rivière qui sont à Trégnac en France. C'est une rivière qui est mythique, je connais le moindre caillou de la rivière, autant connaître chaque caillou, chaque vague. Et après, j'envisage potentiellement d'aller me confronter au milieu olympique pour Paris 2024, voire Los Angeles 2028. Une autre discipline existe, c'est la course en ligne sur du plat. Les cadettes et les juniors du sprint ont un cursus lycéen spécialement aménagé au Crêpes de Toulouse pour jongler entre les salles de classe et les entraînements sur la Garonne. Et ces futures championnes savent défendre leur sport. Dans le kayak, je pense l'ambiance, le sport de nature, le toucher d'eau, tout ça c'est vraiment cool. La France compte 50 000 licenciés en canoë-kayak et pour l'élite, en 2024, au JO de Paris, l'objectif est de rafler toutes les médailles. Et puis nous terminons ce journal par une grande bouffée d'oxygène. Nous allons prendre de la hauteur puisque je vous emmène à plus de 8000 mètres d'altitude. Emmanuel Jo de 8 Mont-Blanc nous présente Jean-Michel Jorda, alpiniste, réalisateur et amoureux fou de l'Everest au Népal. La pollution sur les plus hauts sommets questionne de nombreux montagnards partout sur la planète. Et parmi eux, le réalisateur et documentariste Jean-Michel Jorda. Fort de sa dernière production, nommée Everest Green et plusieurs fois primée dans différents festivals, il a choisi de prolonger son enquête pour s'intéresser à la gestion des déchets en altitude. Everest Green, c'est un constat. C'est un constat de 15 ans de cheminement sur les montagnes himalayennes. Et avec Everest Green, j'ai voulu faire un document qui disait, voilà, on étoile l'Everest depuis une vingtaine d'années. Je vois la vallée de Katmandou, et dans cette vallée, Everest Green disait que voilà, depuis 20 ans, on laisse aller 500 tonnes de déchets par jour dans les rivières, polluant les rivières, l'eau, les sols. Un vrai problème qui va bien au-delà de la seule gestion des camps d'altitude et des expéditions commerciales. Pour autant, petit à petit, certains Népalais commencent à mieux saisir les enjeux et lancent, avec leurs moyens, des pistes pour faire évoluer la situation. Des acteurs locaux qu'a rencontré le réalisateur. Ce que j'aime faire, en fait, lorsque je fais un documentaire, et Everest Recycling sera dans cette mouvance-là, c'est semer des idées. Et si ces idées, elles fonctionnent, s'il y en a un qui trouve que cette idée est bonne, je trouve que c'est bon. Et il y a des gens, ils ont eu envie de faire des choses. Eh bien, on va parler d'eux.
Après une première phase de tournage entre Katmandou et le parc du Makalu, Jean-Michel Jorda retournera sur les pentes de l'Everest au printemps prochain pour continuer de documenter son prochain film. Une production qui devrait voir le jour d'ici l'horizon 2022. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir à tous.